L'histoire sanglante du communisme. Troisième partie. Pendant des siècles, les Chinois qui ont établi l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire ont vécu en tant que communauté renfermée sur elle-même. Ils ont protégé leurs traditions et leur culture avec persévérance. Seulement, au XIXe siècle, les portes de la Chine ont commencé à s'ouvrir sur le monde extérieur. Ceux qui entraient par la porte étaient les Européens, avec les Anglais en tête. Les Européens, qui sont entrés en Chine avec des objectifs commerciaux, ont également commencé à emmener leur propre culture. Avec la culture occidentale, les pensées occidentales aussi ont fait un pas en Chine. L'une de ces pensées était la théorie de l'évolution de Darwin. Voyage du darwinisme en Chine. En 1895, c'est-à-dire 36 ans après avoir été diffusé en Angleterre, le livre de Darwin intitulé « L'origine des espèces » fut traduit en chinois et après cette date, en très peu de temps, il est devenu populaire parmi les intellectuels chinois. Ce ne sont pas seulement les livres de Darwin, mais aussi ceux des autres théoriciens évolutionnistes qui soutiennent ces points de vue qui ont commencé à se diffuser en Chine. Parmi ceux-ci, Thomas Huxley, considéré comme le partisan le plus fougueux de Darwin et qui pour cette raison a même été désigné à l'époque comme le chien de berger de Darwin. Le cousin de Darwin, Francis Galton, considéré comme l'un des précurseurs du racisme, le fondateur de la pensée eugéniste. Il y avait des noms tels que le darwiniste socialiste Herbert Spencer qui appliquait la théorie de l'évolution de Darwin aux sciences sociales. L'aspect commun de ces penseurs est qu'ils croyaient que les êtres humains et les êtres vivants se trouvaient dans un conflit permanent et qu'ils évoluaient au moyen de ce conflit. Ils rejetaient la création, ils présentaient l'être humain comme un être apparu à la suite de hasard et une espèce animale n'ayant pas de responsabilité envers Dieu. Le fait que la pensée darwiniste se diffuse ainsi dans la société allait de même être en Chine, comme ce fut le cas pour les autres pays, la cause de troubles sociaux, d'agitation et de conflits. L'effet du darwinisme sur l'histoire de la Chine du XXe siècle est si grand que James Reeve Pusey, le célèbre historien de l'université de Harvard, a écrit un livre intitulé « La Chine et Charles Darwin », lequel ne traite que de ce sujet. Selon les explications de Pusey, le darwinisme a profondément influencé les intellectuels chinois. Il les a entraînés vers une vision du monde révolutionnaire et il a ainsi donné un grand soutien idéologique au développement du mouvement communiste en Chine. Quant à la personne qui a déterminé l'aspect de ce changement qui a commencé avec le darwinisme, c'est Mao Tse-tung. L'idéologie politique de Mao a pris forme dans les années où il était étudiant, c'est-à-dire au début des années 20. Le plus grand maître à penser de Mao était Chen Duxiu, le secrétaire général du Parti communiste dont il avait fait connaissance à Shanghai. Quant à la particularité la plus intéressante de Duxiu,
c'est qu'il était un fervent darwiniste. Le sujet de sa thèse d'université était la théorie de l'évolution de Darwin. Mao a reçu de lui une éducation à la fois marxiste et darwiniste. Dans ses mémoires, qu'il a écrits des années après, il allait dire « Personne ne m'a autant influencé que Shen Duxiu ». Sous peu de temps, le jeune Mao s'est distingué dans le Parti communiste chinois. Et à partir de la deuxième partie des années 20, il a commencé à prendre la direction du parti. Les guérilleros communistes, sous la direction de Mao, ont commencé une longue guerre civile contre le gouvernement central sous la direction de Chiang Kai-shek. Tout comme Mao, Chiang Kai-shek avait été influencé par le darwinisme. La différence entre eux, c'est que Mao était communiste et lui fasciste. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les forces de Mao et Chiang Kai-shek ont établi une alliance passagère contre l'invasion japonaise. Mais quand cette guerre a pris fin, ils ont à nouveau commencé à s'opposer. Lors de l'affrontement sanglant des deux idéologies darwinistes, des centaines de milliers de personnes innocentes furent massacrées. En 1949, les guérilleros ruraux de Mao ont atteint la capitale Pékin. Le drapeau du Parti communiste dressé dans le ciel de Pékin symbolisait pour le peuple chinois vivant déjà dans la confusion le début d'une période encore plus sombre qu'avant. Le pouvoir de Mao a commencé avec une grande démonstration. Les masses qui se sont réunies sur la célèbre place Tiananmen fêtaient le communisme sous les drapeaux rouges. Quant à Mao, il énumérait les promesses du communisme avec sa voix aiguë effroyable. Mais la plupart de ces gens, qui applaudissaient Mao avec enthousiasme, allaient très prochainement devenir l'objectif de ces atrocités. De pas de l'obscurité. Dans les premières années du régime communiste, l'Union soviétique fut le plus grand soutien de la Chine. Staline, le dictateur de Moscou, à la main ensanglantée, considérait Mao comme un allié ainsi qu'un ami personnel. Désormais, dans les démonstrations de force de Staline, Mao aussi prenait place à côté de lui. La première collaboration sanglante des deux dictateurs communistes s'est réalisée en Corée en 1950, seulement une année après la révolution de Mao. Avec une attaque soudaine, la Corée du Nord communiste, agissant avec le soutien chinois et soviétique, a commencé à envahir la Corée du Sud. La guerre, qui s'est équilibrée avec la contre-intervention des Nations Unies, a duré 3 ans et elle a coûté la vie à exactement plus de 3 millions de personnes. L'armée de la Chine rouge a directement participé à la guerre aux côtés de la Corée du Nord. Concernant l'Union soviétique, elle avait fourni une aide en armes et munitions.
Quant aux unités turques héroïques ayant rejoint les rangs des Nations Unies, elles ont donné plus de 700 martyrs dans la guerre de Corée. Après la guerre de Corée, qui fut l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire, Mao s'est intensifié sur les affaires internes de la Chine. Il s'adresse fréquemment au peuple, il faisait écouter les discours à des dizaines de millions de Chinois depuis les haut-parleurs. Dans ses discours, il promet l'industrialisation, le développement. Il disait que le marxisme-léninisme est notre seul guide. Tout comme son camarade Staline, Mao aussi voulait poursuivre un programme de collectivisation cruel. En tant que premier travail, il a mis la main sur toute la propriété privée. Dans les films de propagande, on décrivait soi-disant à quel point cette pratique apportait du bonheur au peuple chinois. Les hommes d'affaires, dont on avait mis la main sur leurs biens, faisaient des démonstrations de joie affectées. Quant aux femmes, elles étaient montrées dans des scènes avec des simulacres de bonheur. Or, dans la réalité, le régime n'avait pas apporté la joie aux gens, mais la peur. Dans les tribunaux populaires, institués dans les premières années de Mao, des centaines de milliers de personnes furent jugées et condamnées à la peine capitale en raison de simples délits. Seulement, la vraie catastrophe allait commencer avec le grand bond en avant de Mao. Le désastre du grand bond en avant. Quand Mao est venu au pouvoir, une grande partie du peuple chinois vivait dans la pauvreté. Dans les champs de riz, ils travaillaient dans des conditions difficiles et ils n'arrivaient à produire que pour pouvoir se nourrir. Mais au moins, ils arrivaient à manger. Quant au programme économique du grand bond en avant que Mao a fait débuter en 1958, il allait entraîner toute la Chine vers une grande catastrophe. On fit commencer le grand bond en avant avec le slogan qui promettait de doubler la production industrielle et agricole en Chine. Dans les posters de propagande, on expliquait comment les produits de la Chine allaient rendre jaloux les pays occidentaux. Mao était décrit comme un dirigeant qui va résoudre tous les problèmes en appliquant l'idéologie communiste à la société. Pour cela, l'agriculture fut d'abord collectivisée, la production individuelle fut interdite, tous les paysans furent rassemblés dans des communes gigantesques composées de milliers de personnes et dans une discipline militaire, ils furent forcés à la production collective. Mao visitait fréquemment les champs et il inspectait les paysans. Dans la même période, le Parti communiste a commencé une campagne visant à nettoyer tout le pays des animaux nuisibles. Quant à l'animal le moins désiré, c'étaient les moineaux, pour lesquels on pensait qu'ils nuisaient aux récoltes. Dans tout le pays, une grande chasse aux moineaux a été organisée. Avec des lance-pierres, des pierres et des fusils, des centaines de milliers de Chinois se sont mis à tuer les moineaux. Ceux qui apportaient des corps de moineaux en grand nombre étaient applaudis en tant que communistes exemplaires. Mais cette campagne étrange a donné un résultat auquel le Parti communiste n'a aucunement pu penser.
la diminution de la population des moineaux à un niveau pratiquement nul fut la cause de la reproduction rapide des petits insectes que les moineaux chassaient, et ceux-ci firent subir beaucoup plus de dommages aux récoltes. En 1958, des compétitions intercommunales furent organisées. On pesait la quantité de récoltes données par chaque commune et celles qui en donnaient plus étaient montrées comme des exemples. Chaque commune prêtait serment pour atteindre des quotas encore plus élevés. Dans la moisson d'après, elles ont déclaré que toutes ont largement rempli leurs quotas. Mais les chiffres donnés étaient faux. Chaque commune faisait de l'imposture pour pouvoir se montrer comme celle qui a produit le plus. Certaines ont même essayé de donner l'apparence d'avoir rempli le quota en plantant à nouveau les moissons récoltées sur les champs d'inspection. Ce système communal fut la raison de fausses statistiques, et ceci a donné naissance à une très grande erreur. Le Parti communiste a déclaré que la Chine possède des stocks de céréales et de riz bien plus que ce qui est nécessaire, et que dans la période à venir, il faut se concentrer sur d'autres travaux. Pour cette raison, des dizaines de milliers de paysans se sont retirés des champs et ont été entraînés dans la construction d'un canal gigantesque. Dans les films de propagande, les paysans présentés dans une grande joie et motivation ont en vérité, sous peu de temps, subi un effondrement moral et physique. Des dizaines de milliers de personnes qu'on faisait travailler dans des conditions d'insécurité ont perdu leur vie dans des accidents du travail. Le Parti communiste avait fait un calcul grossier en disant que chaque ouvrier va creuser 1 mètre de canal et le projet sera fini sous 3 mois. Or, finir le canal allait durer plus de 10 ans. Lors du grand bond en avant, les horaires de travail des ouvriers dans les usines furent multipliés par 2 et on commença à faire fonctionner les machines de manière à ce qu'elles ne s'arrêtent jamais. Mais les machines qu'on n'autorisait pas à arrêter, y compris pour les réparations et l'entretien, ont commencé à tomber en panne peu de temps après. Les usines furent délabrées. Dans la même période, Mao a exposé un autre objectif du grand bond en avant. En 1 an, la production d'acier allait exactement être multipliée par 2. Et cette production n'allait pas seulement être faite dans des complexes de l'industrie lourde, mais en même temps dans les petits fours des paysans. En tant que nécessité de l'idéologie communiste, Mao croyait que la force des bras des prolétaires avait pour ainsi dire un effet magique. Avec cette décision, des dizaines de millions de Chinois furent mobilisés pour produire de l'acier avec des procédés amateurs. Des marteaux de porte jusqu'aux casseroles, ils ont essayé de produire de l'acier en faisant fondre dans les fours primitifs toutes sortes d'objets métalliques qu'ils trouvaient. Les femmes coupaient leurs cheveux et les mélangeaient à la boue des fours. Les forêts furent saccagées pour fournir du bois à ces fours primitifs. Les gens qui vivaient dans les villes, par exemple, même les docteurs, en dehors de leurs horaires de travail, participaient à la production d'acier qui était considéré comme un devoir national.
Mais toute cette campagne était faite de manière très insensée. Les Chinois produisaient seulement de l'acier et non un quelconque instrument utile. Qui plus est, l'acier produit manquait tellement de qualité qu'il ne servait absolument à rien. Les dimensions du désastre apparurent en 1959. Alors qu'on exilait les paysans pour la production d'acier ou la construction de canaux, on s'était désintéressé de l'agriculture. Les faux chiffres de production montraient des excédents de récolte, mais dans la réalité, il y avait un grand vide de récolte. Sous quelques mois, une grande famine a pointé du nez. La sécheresse a rendu la situation encore plus mauvaise, et en 1960, la famine la plus effroyable de l'histoire du monde a éclaté. En 2 ans, environ 40 millions de personnes ont rendu l'âme en se tordant de faim. Le grand bond en avant de Mao s'était transformé en grande catastrophe. Tout au long du film, nous avons examiné à quel point le communisme est une idéologie cruelle et tyrannique. Seulement, une autre réalité que nous devons préciser est que les régimes communistes, au regard de leurs déclarations opportunes, pensent et se comportent de manière extrêmement insensée. Le soi-disant projet de développement que Mao a désigné sous l'appellation de Grand Bond en avant en est un exemple flagrant. Le Grand Bond en avant montre que les moules opaques de l'idéologie communiste ne s'adaptent en aucune façon à la vraie vie, que les théories des théoriciens communistes comme Marx, Lénine ou Mao, présentées comme des réflexions très scientifiques et sensées, sont des absurdités. Les communistes ont cru à une idéologie erronée, et en essayant d'appliquer de force cette idéologie à la société, ils ont entraîné l'humanité dans de grandes catastrophes. Le fait que le communisme établisse un système si irrationnel est en même temps une manifestation du verset du Coran dans lequel Allah nous informe concernant les négateurs. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Lors de la période du Grand Bond en avant, les politiques absurdes du Parti communiste n'étaient pas l'unique raison de la famine. Mao et ses partisans avaient en même temps considéré la famine comme un procédé de punition. Les régions qui subirent le plus de dommages à cause de la famine étaient les villes et les campagnes qui ne se montraient pas suffisamment obéissantes au régime communiste. Le Parti communiste a fait intentionnellement ramasser les récoltes dans ces régions. Tout comme ce fut le cas dans la Russie de Staline, il les a gardées dans des dépôts et en connaissance de cause, il avait condamné les paysans à la mort. Quant à la raison pour que les communistes chinois puissent être cruels à ce point, c'était une conséquence de leur regard sur l'humanité. Tout comme Lénine ou Staline, Mao aussi considère les êtres humains comme un troupeau d'animaux et il ne leur avait donné aucune valeur. C'était la conséquence naturelle de la philosophie darwiniste qu'il avait assimilée dès ses années de jeunesse. Ainsi, Mao, en disant que la base du socialisme chinois repose sur Darwin et la théorie de l'évolution, exprimait ouvertement le support de la cruauté pratiquée. Cette philosophie darwiniste de Mao est expliquée ainsi par James Reeve Pusey, un historien de l'université de Harvard. Les idées de Mao étaient un fort mélange de l'ironie darwiniste et des antagonismes. En 1964, il avait proféré des menaces en disant « Tous les vils animaux vont être anéantis ». Avec cela, il rendait inhumains ses ennemis.
Il considérait ceux qui réagissaient à la révolution comme des échecs évolutionnaires et il pensait qu'ils méritaient que leur race s'éteigne. Selon Mao, les ennemis du peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas communistes ainsi que les religieux, n'étaient pas des êtres humains et ne méritaient pas d'être traités en tant qu'êtres humains. Les Turcs ouïghours musulmans, qui vivaient dans le Turkestan oriental sous occupation chinoise, venaient en tête de ceux qui subirent l'oppression de Mao. Avec sa politique de génocide à long terme menée au Turkestan oriental, le régime communiste a cruellement massacré des millions de personnes innocentes. À la suite d'essais nucléaires réalisés intentionnellement dans cette région, des dizaines de milliers d'enfants furent handicapés. Cette politique de génocide, que les institutions internationales ont également constatée, se poursuit de nos jours avec toute sa cruauté. Crimes de la révolution culturelle. Après le désastre du Grand Bond en avant, Mao s'est retiré de la scène et s'est enfermé dans une sorte d'isolement. Il a laissé la direction du pays à des bureaucrates plus modérés. Même si c'est en partie, les Chinois sont retournés à leur vie normale et ils ont pu respirer un peu tranquillement. Mais Mao faisait des plans pour de nouveaux crimes. Il pense que l'idéologie communiste ne s'est pas suffisamment diffusée dans la société et il liait l'échec du Grand Bond en avant à la carence de cette idéologie. Les partisans de Mao ont imprimé des dizaines de millions d'exemplaires du Livre rouge, lequel était composé de ses discours, et Mao, désigné comme le grand timonier, est à nouveau apparu sur la scène dans la deuxième moitié des années 60. Avec sa démonstration de nage, qu'il a organisée sur le fleuve Yangtze, il exposait à la fois son énergie et ses partisans. Pour le programme idéologique dont il rêvait, Mao a d'abord tenté de détériorer les arts classiques chinois. Il voulait vacciner à la société les idées de violence et de conflit, lesquelles sont la base du communisme, et il avait pensé qu'il pouvait commencer cela au moyen de l'opéra. Sur le visage des acteurs, dont le cerveau était lavé avec les doctrines maoïstes, on lisait les traces de la folie communiste.
Le fait que Mao visite l'opéra était le plus grand honneur pour ses partisans fanatiques. Et Mao a fait commencer son deuxième élan en 1966. Selon l'expression de Mao, ceci était la grande révolution culturelle prolétarienne. La propagande qui idolâtrait Mao s'est répandue dans toute la Chine. Dans les écoles, on fait apprendre par cœur le livre rouge de Mao aux enfants. Sur les murs, ces slogans sont écrits. Sur les affiches, Mao était pour ainsi dire décrit comme un être extraordinaire. Les militants de la révolution culturelle étaient les jeunes étudiants désignés sous le nom de Garde rouge. Le 18 août 1966, plus d'1 million de gardes rouges au cerveau lavé avec les idées de Mao se sont réunis sur la place Tiananmen. Pour pouvoir voir le visage de Mao, ils s'écrasaient les uns les autres. Une jeune fille étudiante fut mise à côté de Mao et elle lui avait serré la main. Même si Mao ne s'en importe pas vraiment, pour la jeune fille et ses amis, cet événement était important. Tous s'empressaient pour pouvoir toucher sa main serrée par Mao. Mao a envoyé sur la société ces jeunes au cerveau lavé avec le slogan « On a raison de se révolter ». Il a ordonné aux gardes rouges de mettre à bas tout le monde, y compris leurs professeurs d'école, les directeurs dans les organismes d'État ou ceux qu'ils considéraient comme ayant une autorité. Les gardes rouges ont même arrêté Liu Shaoqi, qui avait le titre de président de l'État de Chine, et ils l'ont humilié avec diverses offenses. Toute personne sous la direction d'une institution quelconque, même si elle n'a aucune culpabilité, fut accusée de ne pas être communiste, exposée à la foule, puis humiliée. Ces personnes, à qui on mit des bonnets avilissants sur leur tête, au cou desquels on accrocha des plaquettes avec des inscriptions remplies d'offenses, qui furent poussées, bousculées et frappées, ont subi de grandes tortures. La plupart furent tués dans des cérémonies d'exécution de masse. Les gardes rouges pouvaient y compris avilir et frapper leurs propres pères et mères. Ils arrêtent les passants et les interrogent sur des passages du livre rouge de Mao. Ceux qui n'arrivaient pas à répondre, ils leur passaient une raclée. Plus de 1 million de personnes furent tuées de cette manière. Les tortures effroyables faites aux professeurs d'université arrêtés lors de la révolution culturelle sont expliquées ainsi avec les paroles d'un observateur. Devant le bâtiment de l'école, j'ai vu les professeurs qui demeuraient en rangée. Ils étaient au total 40 ou 50, leurs têtes et leurs visages étaient mêlés d'encre noire. Ils les avaient tous revêtus d'un bonnet d'âne et sur leur dos, ils portaient des balais sales, des chiffons à poussière et des chaussures. Et au cou des professeurs furent accrochés des seaux remplis de pierres. Tout à la fin, ils se sont tous agenouillés. Ils ont allumé des encens et supplié Mao Tse-tung pour se faire pardonner leurs fautes. Les coups et les tortures ont suivi cela. Je n'avais jamais vu une telle torture auparavant. Désormais, on leur faisait manger de mauvaises matières et des insectes et on leur donnait du courant électrique.
on les forçait à s'agenouiller sur les morceaux de verre, on les suspendait par leurs bras et leurs jambes. Les gardes rouges ont également attaqué les diplomates occidentaux. Le pays fut entraîné de plus en plus vers la violence et l'anarchie. Les musées ont été détruits, les livres brûlés. Un certain temps après, les conflits ont commencé entre les fractions concurrentes des gardes rouges. Les usines, les écoles, les hôpitaux sont devenus non fonctionnels. Les absurdités de Mao avaient entraîné tout un pays dans l'anarchie. À la fin, l'ordre n'a pu être établi qu'avec l'intervention de l'armée. Les gardes rouges furent neutralisés en étant envoyés pour travailler dans les champs. Pourtant, la folie de la révolution culturelle n'a pu prendre fin qu'avec la mort de Mao en 1976. Quant à la fidélité du Parti communiste à Mao, elle continuait. Dans l'élégie écrite pour Mao, le dictateur à la main ensanglantée était décrit tel un être sublime. Le corps de Mao a été conservé en étant embaumé. Quant à son idéologie, elle allait continuer à vivre et verser du sang. Le maoïsme est la plus mauvaise version du communisme. Elle est pour ainsi dire le pire du pire. L'aspect intéressant de l'affaire, c'est que cette catastrophe n'a pas seulement frappé la Chine, elle a également frappé les autres pays influencés par la Chine. Avec la détérioration des relations sino-soviétiques dans les années 60, en tant que modèle de communisme alternatif, le maoïsme a trouvé des partisans dans différents pays. En Albanie, en Corée du Nord et au Cambodge, des régimes reposant sur les principes maoïstes ont été établis. Et dans ces régimes furent vécues des atrocités forçant l'entendement humain. Et en particulier, les champs de la mort du Cambodge sont le récit d'une atrocité hors pair dans l'histoire du monde. Les champs de la mort du Cambodge. Le Cambodge, qui est un pays d'Asie petit et pauvre, a commencé à sentir le souffle froid du communisme dans les années 60. À cette période, les unités communistes nord-vietnamiennes, en guerre avec les États-Unis, ont commencé à s'infiltrer au Cambodge en traversant la frontière. Dans les années 70, le pays fut entraîné dans une guerre civile. Les guérilleros communistes cambodgiens, désignés sous le nom de Khmer Rouge, ont commencé une guerre sanglante contre le gouvernement central. La haine dans leur cœur était lisible sur leur visage. En prenant la capitale Phnom Penh en 1975, les Khmer Rouges, sous la direction d'un leader maoïste du nom de Pol Pot, sont venus au pouvoir. Avec la révolution Khmer Rouge, une grande terreur a commencé.
Alors que des milliers de fonctionnaires de l'État étaient exécutés au milieu de la rue, les avenues se sont remplies de patrouilles de tanks. En se basant sur le slogan de Mao, le chemin du communisme et la paysannerie, les Khmers rouges ont sorti des villes toute la population du pays et les ont relégués dans les campagnes. Sous la menace des militants armés, la capitale Phnom Penh fut vidée en quelques jours et des centaines de milliers de personnes, dans un état affamé et miséreux, furent transférées dans les champs de riz. Ces champs allaient se transformer en des champs de la mort où, avec une poignée de nourriture, on allait faire travailler les gens jusqu'au point de mourir et où on allait les exécuter pour le plaisir. Les musulmans cambodgiens, en situation de minorité, ont également été l'objet de cette atrocité. L'administration Khmer Rouge a fait ramasser et brûler les Corans, détruit les mosquées et tué des dizaines de milliers de musulmans sans faire de distinction pour les femmes et enfants. En plus de la religion, le régime communiste était également décidé à éradiquer la famille. Une vie communale fut instituée et toutes les familles furent scindées. Dans les communes, on suggère aux enfants le caractère non nécessaire de la famille. Au lieu de leur famille, on leur apprenait à aimer l'Ankar. Ankar était l'autre nom du parti communiste. Ces pratiques n'étaient rien d'autre que les passages à l'acte des commentaires de Marx et Engels concernant l'origine de la famille. Marx et Engels, qui voyaient l'être humain comme une espèce animale ayant évolué du singe, avaient avancé que ce dernier ne devait pas posséder les notions comme la religion, la moralité et la famille. Eh bien, les champs de la mort des Khmers rouges furent établis pour mettre en pratique cette croyance erronée de Marx et Engels. Dans les champs, toute personne de qui l'égard doutait pouvait être tuée, même si ce doute était petit. Avant, les Khmers rouges réalisaient les exécutions capitales en tirant sur la tête des gens. Ensuite, pour ne pas dépenser de munitions, ils ont commencé à tuer les gens en les étouffant, en leur passant un sac plastique sur la tête. Dans un pays de 9 millions d'habitants, exactement 3 millions de personnes furent massacrées de cette manière. Aujourd'hui, les os et les crânes des personnes tuées par les Khmers rouges sont toujours exposés dans un musée de la capitale Phnom Penh. Sur les photos des gens que les Khmers rouges ont iconographiés avant de tuer, on peut lire une peur intense. Le résultat apporté à l'humanité par le communisme et la philosophie matérialiste, eh bien, c'est celui-ci. Toutes les idéologies qui nient Allah,
qui détourne le visage de la moralité qu'il a enseignée et qui considère la terre comme un terrain de conflit apporteront de la même manière des catastrophes à l'humanité. Dans un verset du Coran, Allah explique ainsi le secret de cette vérité. Je demande la protection d'Allah contre le diable. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. La génération 68. Dans le monde, la période où le communisme a le plus augmenté fut dans les années 60. L'Union soviétique et le bloc de l'Est étaient dirigés par le régime communiste de Moscou. En Chine, Mao fut idolâtré et son idéologie fut acceptée comme un guide infaillible. À Cuba, le régime de dictat de Fidel Castro continuait son règne. Che Guevara, le leader de la guérilla communiste, essayait d'organiser des guerres de guérilla au Congo et en Bolivie. La peur des organisations de terreur communistes ou des régimes communistes était tombée sur l'Afrique, l'Amérique latine et sur de très nombreux autres pays en Asie. À nouveau, dans ces années, l'idéologie communiste a éclaté dans un endroit qu'on ne soupçonnait aucunement auparavant. Parmi la jeunesse occidentale, l'idéologie marxiste a commencé à se diffuser rapidement. Dans ce vent idéologique, le penseur marxiste Herbert Marcuse avait un rôle important. Marcuse avait apporté une nouvelle définition à la classe révolutionnaire définie par Lénine comme les ouvriers et par Mao comme les paysans, les jeunes. Seulement, sur une question fondamentale, Marcuse pensait exactement comme Lénine et Mao. Ceci était le dogme darwiniste qui avançait que la loi principale de la nature était le conflit. La croyance de Marcuse pour le conflit a déversé la génération 68 dans les rues. Les jeunes Anglais, qui lançaient des slogans en faveur de Ho Chi Minh, le leader du Vietnam du Nord, ont organisé des manifestations de contestation. En Italie, les groupes de gauche ont entamé des actes terroristes. Quant aux événements de violence de 68, qui sont les plus grands, ils ont éclaté en France. D'abord, les étudiants marxistes de Paris ont occupé les universités. Dans les célébrations effectuées, on lançait des slogans du socialisme. Les événements ont pris de l'ampleur avec l'organisation d'une marche de soutien aux étudiants par les autres groupes de gauche. Les groupes marxistes ont mis les automobiles en pièces, ils ont ravagé les rues et les magasins. En quelques jours, Paris s'est transformé en un champ de bataille. Cette barbarie, menée sous des drapeaux rouges, n'a pu être maîtrisée que des mois après. Avec un effet domino, les événements des étudiants de 68 se sont répandus dans de très nombreux pays, et à chaque fois, cela a été la cause de conflits sociaux, d'actes de terreur et même de guerres civiles. Les jeunes, qui entraient en dépression en raison des problèmes politiques et économiques de leur période,
avaient cru que le communisme était une solution. Il y avait encore une raison importante au fait que la génération 68 se fasse engrener par l'idéologie communiste. Le système d'éducation qui instruit ces jeunes leur donnait l'éducation philosophique de base nécessaire avec tous les détails pour devenir communistes. Car selon l'expression de Karl Marx, la théorie de l'évolution de Darwin, qui est la base du communisme du point de vue des sciences naturelles, leur était enseignée comme une vérité scientifique dans leurs écoles. Les jeunes, qui croyaient à l'assertion de Darwin, laquelle disait que l'homme est un animal qui se développe par voie de conflit, n'ont pas tardé à être entraînés dans la terreur et l'anarchie. Si on se souvient, la théorie de l'évolution de Darwin a également préparé le terrain pour le développement du communisme chinois. Le régime sanglant de Mao s'était élevé sur la base idéologique que le darwinisme a formée. Tout ce tableau nous montre une vérité importante. L'idéologie communiste est le résultat d'un regard sur le monde qui considère l'être humain comme une espèce animale et qui pense qu'il se développe par voie de conflit. Si dans la société se diffuse ce regard du monde, le développement du communisme deviendra également inévitable. Lorsque le communisme trouve un environnement politique et social approprié, il s'organise à nouveau et il commence à verser du sang à nouveau. Le fait que l'Union soviétique et que les régimes communistes dans les anciens pays du bloc de l'Est furent renversés ne doit pas être une raison de relâchement. Le communisme est toujours un danger pour le monde, car la base philosophique de cette idéologie est encore debout. Tant que cette base, c'est-à-dire le darwinisme et le matérialisme, restera debout, le communisme va continuer à être un malheur pour l'humanité. Dans ce cas, la solution passe par le fait de réfuter cette base philosophique. De toute manière, il faut désormais mettre fin au darwinisme et à la philosophie matérialiste, qui n'ont pas de support scientifique, qui sont rejetés par les découvertes scientifiques et qui sont imposés aux sociétés comme une réalité. Les êtres humains doivent comprendre qu'ils ne sont pas des animaux qui existent pour lutter les uns contre les autres, mais qu'ils sont des êtres honorables qu'Allah a créés et qui vont vivre selon la moralité qu'il a enseignée. Lorsque cette vérité sera comprise, à la fois le communisme et les autres idéologies qui apportent des catastrophes à l'humanité vont s'en aller. L'humanité va vivre dans la paix, la sérénité et la fraternité.